En juillet 2006, dans un quartier tranquille de Séoul habité par des expatriés, un ingénieur français ouvre le congélateur familial en quête d'un repas. Ce qu'il y découvre n'est pas de la nourriture. Ce sont les corps de 2 nouveau-nés, emballés dans des sacs en plastique, gelés dans le secret et le silence. Cette découverte macabre est le point de départ de l'affaire Courgeot, une histoire qui va bien au-delà du simple fait divers. C'est une plongée vertigineuse dans les abysses de la psyché humaine, un drame familial qui a traversé les continents et a forcé la France à se confronter à l'un des tabous les plus profonds de notre société. L'infanticide maternel et l'énigme glaçante du déni de grossesse. Comment une mère décrite comme aimante et normale a-t-elle pu commettre l'impensable, non pas 1, mais 3 fois? Comment un mari a-t-il pu vivre à ses côtés sans jamais rien soupçonner? Et comment la justice peut-elle juger un crime qui semble défier toute logique rationnelle? Cette affaire a coûté bien plus que de l'argent en frais de justice. Elle a coûté des vies et a brisé une famille, laissant derrière elle des questions qui nous hantent encore aujourd'hui. Dans cette vidéo pour Traces perdues, nous allons disséquer chaque détail de cette affaire hors norme. Nous allons explorer les faits, analyser les expertises psychiatriques contradictoires et tenter de comprendre le verdict qui a divisé l'opinion publique. Restez avec nous pour découvrir l'anatomie complète de l'affaire Véronique Courgeot, une énigme judiciaire et psychologique qui a marqué l'histoire criminelle française. Et si ce genre d'enquête approfondie vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations. L'histoire de l'affaire Courgeot ne commence pas en France, dans les paysages familiers de la Touraine, mais à des milliers de kilomètres de là, en Corée du Sud. C'est une découverte macabre qui allait déclencher l'un des processus judiciaires les plus complexes et les plus troublants de l'histoire française moderne. Les événements qui ont suivi ont mis en lumière une tragédie familiale cachée, centrée sur des actes de néonaticide et une défense psychologique sans précédent qui allait défier les conceptions juridiques de la conscience et de la culpabilité. La valeur d'une vie, ou plutôt de 3, allait être débattue au cœur d'un drame qui a choqué le monde. Le 23 juillet 2006, Jean-Louis Courgeot, un ingénieur français travaillant pour une entreprise américaine de pièces automobiles, rentre chez lui, dans sa résidence d'expatrié à Séoul, après un voyage d'affaires. En cherchant de quoi manger dans le congélateur familial, un appareil banal que l'on trouve dans des millions de foyers, il tombe sur une découverte horrible. À l'intérieur, 2 sacs en plastique attirent son attention. Ce qu'ils contiennent dépasse l'entendement. Les corps congelés de 2 nouveau-nés. Le choc est total, la confusion absolue. Sans hésiter, il contacte immédiatement les autorités sud-coréennes, déclenchant ainsi une enquête qui allait rapidement traverser les continents et plonger dans la psyché de sa femme, Véronique Courgeot. Au moment de la découverte, son épouse et leurs 2 fils, alors adolescents, sont en vacances en France. La réaction initiale de Jean-Louis, telle qu'elle a été rapportée publiquement et maintenue tout au long du processus, est celle d'un homme totalement ignorant et abasourdi. Il affirme n'avoir eu connaissance d'aucune grossesse qui pourrait expliquer la présence de ces corps. Cette position maintenue avec constance deviendra un point central de controverse et un sous-récit majeur dans le drame judiciaire qui se déroulera, soulevant des questions sur la nature de la confiance et de la perception au sein d'un couple. La police sud-coréenne lance immédiatement une enquête forensique. Les premiers examens des corps révèlent qu'il s'agit de 2 bébés de sexe masculin, nés à terme et viables. L'étape cruciale suivante est l'analyse ADN. Des échantillons sont prélevés sur les bébés et comparés à l'ADN de Jean-Louis Courgeot, qui coopère pleinement avec les autorités. Les résultats sont sans équivoque. Les bébés sont les enfants biologiques de Véronique et de Jean-Louis Courgeot. Cette preuve scientifique devient la base irréfutable de l'accusation, éliminant tout doute sur la maternité et la paternité des nourrissons et focalisant l'enquête directement sur le couple. L'investissement émotionnel et financier dans la construction d'une famille à l'étranger venait de voler en éclats, de la manière la plus tragique qui soit. Avec cette preuve ADN en main, les autorités françaises, compétentes puisque les suspects sont des citoyens français, prennent le relais. En octobre 2006, Véronique Courgeot est interpellée en France, à Tours. C'est lors de sa garde à vue qu'elle fait des aveux complets qui élargissent de façon dramatique la portée de l'affaire.
Elle admet non seulement avoir donné naissance et tué les 2 bébés retrouvés dans le congélateur de Séoul, mais elle révèle également l'existence d'un 3e néonaticide. Ce premier acte a eu lieu durant l'été 1999, en France, bien avant que la famille ne déménage en Corée du Sud. Véronique avoue avoir accouché secrètement, étouffé le bébé, puis brûlé son corps dans la cheminée du domicile familial. Cette confession transforme l'affaire d'une tragédie d'expatriés en une saga de crimes répétés, s'étalant sur près d'une décennie et 2 continents. Elle établit un schéma de comportement que l'accusation utilisera pour plaider la préméditation, tandis que la défense l'interprétera comme la preuve d'une pathologie psychologique profonde et durable. La chronologie des événements révèle un modèle de grossesse dissimulée et d'actes fatals, qui sont restés invisibles au monde extérieur, y compris, prétendument, à son propre mari. Le coût humain de ce secret était désormais exposé, et la justice devait tenter de le chiffrer. Au-delà des faits choquants du crime, l'affaire Courgeôle est devenue une étude de cas forensique sur une condition psychologique rare et déconcertante, le déni de grossesse. Ce fut la pierre angulaire de la défense de Véronique Courgeôle, transformant le procès en un débat intense sur la nature de la conscience, de la responsabilité et de la maladie mentale. La défense a soutenu qu'elle n'était pas une meurtrière calculatrice, mais une femme si psychologiquement fracturée qu'elle était incapable de reconnaître sa propre réalité biologique. Comprendre ce concept est essentiel pour saisir les enjeux d'un procès qui a tenté de sonder les profondeurs d'un esprit insaisissable. Le déni de grossesse n'est pas simplement l'acte de cacher une grossesse aux autres. C'est une psychopathologie dans laquelle la femme elle-même n'est pas consciemment consciente d'être enceinte. Cliniquement, il est compris comme un mécanisme de défense psychique extrême, où l'esprit se dissocie complètement des signaux physiques de la gestation. Le corps subit tous les changements d'une grossesse, absence de menstruation, prise de poids, croissance de l'abdomen, mais l'esprit de la femme refuse d'interpréter ces signaux. Ce phénomène, connu sous le nom de clivage psychique, crée une séparation radicale entre le corps et l'esprit. La femme ne ment pas au sens conventionnel du terme. Sa perception de la réalité est véritablement altérée par une puissante force psychologique inconsciente. Dans le cas de Véronique Courgeôle, la défense a plaidé que ce déni était total, persistant jusqu'au moment de l'accouchement, qui est souvent vécu comme un événement soudain, inexplicable et terrifiant, et non comme la naissance d'un enfant. La clé pour comprendre la défense réside dans les propres mots de Véronique Courgeôle et dans le récit construit par ses psychologues. Pendant le procès, elle a lutté pour expliquer ses actions, articulant un profond sentiment de dissociation. Sa déclaration « Ce n'est pas moi qui ai fait ça » encapsulait son expérience de dépersonnalisation. Cependant, c'est son aveu paradoxal qui a révélé la complexité de son état mental. Il y avait une partie de moi qui savait, mais je ne voulais pas voir. Cette phrase transcende une simple dichotomie de conscient contre inconscient. Elle suggère un état de conscience en couche, une forme de non-savoir actif, où une partie de la psyché réprime activement la connaissance qui est trop traumatisante pour être intégrée. Le système juridique, qui valorise la clarté, opère généralement avec une distinction nette entre la connaissance, mens rea, et l'ignorance. La psychologie, cependant, permet des états plus fluides. Les mots de Courgeôle décrivent un aveuglement volontaire, qui est, en soi, un symptôme de la pathologie. Le conflit entre les experts psychiatriques au procès était, en substance, une tentative de traduire cette ambiguïté psychologique en une décision binaire légalement acceptable. L'équipe de défense a approfondi cette analyse, reliant son état à une histoire personnelle traumatisante. Ils ont soutenu que sa relation profondément conflictuelle avec sa mère et une relation conséquemment troublée avec son propre corps, sa féminité et sa sexualité avaient créé le terreau fertile pour cette pathologie extrême. Ce récit n'a pas été présenté uniquement pour susciter la sympathie. C'était une tactique juridique cruciale. En fournissant une histoire cohérente et basée sur le traumatisme pour expliquer pourquoi elle développerait une pathologie aussi rare, la défense a rendu le diagnostic, autrement incroyable, de déni total de grossesse, plus plausible pour le jury. Cette structure narrative l'a transformé d'un monstre potentiel en une victime de sa propre histoire,
rendant la défense psychologique plus acceptable pour les jurés profanes. Le procès est devenu un champ de bataille pour les experts psychiatres forensiques, dont les opinions divergentes sur l'état mental de Véronique Courgeot étaient centrales pour l'affaire. Du côté de l'accusation, le docteur Paul Bensussan a rejeté le diagnostic de déni total. Il a plutôt proposé le concept de clivage psychique, arguant qu'une partie de la psyché de Véronique connaissait la grossesse et a activement orchestré sa dissimulation, tandis qu'une autre partie refusait d'accepter cette réalité. À son avis, cela impliquait une forme de conscience partielle et, par conséquent, de responsabilité pénale. Il voyait ces actes comme porter des vêtements amples et éviter les médecins, non pas comme des symptômes de déni, mais comme des preuves d'une tromperie délibérée. En contraste direct, le docteur Michel Dubec, témoignant pour la défense, a fermement soutenu le diagnostic de déni total de grossesse. Il l'a décrit comme une forme de cécité psychique, une défense pathologique enracinée dans les traumatismes passés de Véronique. Selon le docteur Dubec, elle ne mentait pas, mais était sous l'emprise d'un mécanisme qui la rendait incapable d'intégrer la réalité de ses grossesses. Il a soutenu que son esprit l'empêchait de reconnaître son corps changeant, la rendant fonctionnellement aveugle à sa propre condition. Le même ensemble de faits a été utilisé par les deux parties pour soutenir leurs théories opposées. L'accusation a pointé les mesures pratiques que Véronique a prises comme preuve d'un plan conscient. Pour la défense, ces mêmes comportements étaient des manifestations du déni lui-même. Le débat s'est centré sur la question de savoir si ces actions étaient la cause de la dissimulation, tromperie, ou son effet, déni. L'affaire Courgeot nous force à regarder au-delà des faits bruts et à nous interroger sur la complexité de l'esprit humain. La bataille d'experts que nous venons de décrire n'est que le début d'un processus judiciaire qui a tenté de peser l'impensable. Si vous trouvez cette analyse pertinente et que vous souhaitez soutenir notre travail pour produire des documentaires détaillés qui explorent toutes les facettes de ces affaires complexes, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide énormément. Continuons maintenant avec le déroulement du procès. Le procès de Véronique Courgeot devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire en juin 2009 fut un exercice forensique de dissection de la culpabilité. Le tribunal, composé de 3 juges professionnels et de 9 jurés populaires, a été chargé de naviguer dans les eaux complexes du droit pénal français, de la psychiatrie légale et de l'émotion humaine pour parvenir à un verdict qui pourrait donner un sens à des actes impensables. Le coût financier d'un tel procès est énorme, mais il n'est rien en comparaison du poids moral de la décision à prendre. L'accusation, menée par l'avocat général Philippe Varin, a présenté un cas clair et direct. Ils ont accusé Véronique Courgeot d'assassinat, meurtre qualifié par la préméditation pour chacun des 3 bébés. Leur argumentation reposait sur plusieurs piliers. Premièrement, la nature répétée des crimes. Un acte peut être impulsif, mais 3 actes sur plusieurs années suggèrent un schéma délibéré. Deuxièmement, les actions pratiques qu'elle a prises, comme l'achat d'un congélateur suffisamment grand pour cacher les corps, ont été présentées comme une preuve de planification. Troisièmement, la méthode de la mort, la strangulation, a été présentée comme exigeant une action consciente et soutenue, incompatible avec un état de dissociation totale. Pour l'accusation, Véronique Courgeot était une femme qui savait ce qu'elle faisait et qui a méticuleusement planifié à la fois la dissimulation de ses grossesses et l'élimination de ses enfants. La stratégie de défense, orchestrée par les avocats Henri-René Garot et Marc Morin, était singulièrement ciblée et audacieuse. Ils n'ont pas contesté les faits matériels de l'affaire, que Véronique a accouché et a causé la mort de ses bébés. Au lieu de cela, ils ont construit toute leur défense autour de l'article 122.1 du Code pénal français. Cet article stipule qu'une personne n'est pas pénalement responsable si, au moment de l'acte, elle souffrait d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La défense a soutenu que le déni de grossesse de Véronique était précisément ce trouble. Ils l'ont présentée comme une femme dont la pathologie était si écrasante que son discernement était en fait aboli. Au moment de l'accouchement, elle ne voyait pas la naissance d'un enfant, mais un événement corporel inexplicable et terrifiant. Ses actions, selon cette perspective,
n'était-elle pas le résultat d'une intention malveillante, mais une réaction pathologique et incontrôlée à une réalité que son esprit ne pouvait pas traiter. Le procès lui-même fut un spectacle d'une grande intensité émotionnelle et intellectuelle. La présence des 9 jurés populaires était un facteur critique. La défense devait traduire des concepts psychiatriques complexes en un récit humain et compréhensible. Il devait convaincre un groupe de citoyens ordinaires qu'un phénomène aussi contre-intuitif que le déni total de grossesse était non seulement réel, mais aussi suffisamment puissant pour annuler la responsabilité pénale. L'accusation, d'autre part, a fait appel à un sens plus conventionnel de la justice et de la responsabilité, arguant qu'acquitter Véronique sur la base d'une défense psychologique aussi extrême serait une insulte à la mémoire des enfants et un dangereux précédent. Le 18 juin 2009, le verdict a été annoncé. Véronique Courgeot a été reconnue coupable de meurtre, mais pas d'assassinat. Elle a été condamnée à une peine de 8 ans de prison, une sentence significativement plus légère que la peine maximale de réclusion à perpétuité qu'elle aurait pu encourir. Ce verdict est mieux compris comme un acte de compromis judiciaire. Il représente un rejet remarquable des absolus juridiques que les 2 parties avaient présentés. L'accusation demandait un verdict de « monstre pleinement responsable ». La défense demandait un verdict de « victime totalement irresponsable » en vertu de l'article 122.1. Le jury a refusé d'être contraint à ce choix binaire. En la déclarant coupable de meurtre, mais pas d'assassinat, ils ont créé un terrain d'entente. Leur décision communiquait en effet. Son état psychologique était suffisamment grave pour nier la préméditation, mais pas assez absolu pour nier toute responsabilité pour l'acte de tuer lui-même. La peine de 8 ans elle-même peut être vue comme une expression mathématique de la responsabilité atténuée. Plutôt qu'un chiffre arbitraire, elle reflète un calcul minutieux. Le tribunal a commencé avec la gravité du crime, 3 néonaticides, puis a appliqué une remise massive pour le facteur atténuant de sa pathologie psychologique avérée. La peine était la réponse quantitative du système légal à la question qualitative. Dans quelle mesure le déni de grossesse réduit-il la culpabilité d'une personne? La réponse, dans ce cas, fut une réduction considérable, étant donné que la peine pour meurtre peut aller jusqu'à 30 ans. L'épilogue de la saga judiciaire de Véronique Courgeot a encore renforcé la perspective thérapeutique du système. Elle a été libérée de manière anticipée pour bonne conduite en mai 2010, après avoir purgé moins de 4 ans de sa peine de 8 ans. Cette libération souligne à quel point le système judiciaire et correctionnel voyait son cas davantage à travers une lentille de réadaptation et de traitement psychologique que de punition stricte. L'un des aspects les plus controversés et socialement débattus de l'affaire Courgeot fut le rôle du mari, Jean-Louis. La question de savoir comment un homme pouvait vivre avec sa femme pendant 3 grossesses à terme sans jamais rien remarquer a plané sur toute la procédure, menant à des accusations formelles contre lui et à un intense examen public. Sa position était-elle le fruit d'une ignorance sincère ou d'un aveuglement délibéré? Dès sa découverte initiale dans le congélateur de Séoul, la position de Jean-Louis Courgeot a été celle d'une ignorance absolue. Il a constamment affirmé n'avoir jamais remarqué aucun des signes physiques des 3 grossesses de sa femme. Cette affirmation a été accueillie avec un scepticisme généralisé. Pour beaucoup, il était inconcevable qu'un partenaire intime puisse ne pas remarquer les changements physiques spectaculaires associés à une grossesse de 9 mois, surtout lorsque cela s'est produit à 3 reprises. Sa crédibilité a été encore plus ébranlée par un aveu qu'il a fait pendant l'enquête. Il a confessé qu'à une occasion, il avait soupçonné sa femme d'être enceinte. Il l'avait confrontée à ce soupçon, mais elle avait nié avec véhémence. Il avait accepté son déni et n'avait pas insisté. Pour l'accusation et pour une grande partie du public, cet épisode était la preuve qu'il n'était pas seulement ignorant, mais peut-être délibérément aveugle, un homme qui avait choisi de ne pas voir une vérité dérangeante. Cette situation teste les limites de la culpabilité conjugale, mettant en évidence un fossé important entre l'attente morale et sociale et la responsabilité légale. Socialement, l'échec à percevoir quelque chose d'aussi monumental crée une attente de responsabilité. Cependant, le droit pénal exige des preuves, au-delà de tout doute raisonnable, de la connaissance et de l'intention pour établir la complicité.
L'accusation pouvait suggérer que Jean-Louis aurait dû savoir, mais elle n'a pas pu prouver qu'il savait pour les grossesses et les meurtres. Son acquittement démontre que la loi n'est pas équipée pour poursuivre l'aveuglement volontaire, ou un échec passif à percevoir la réalité au sein d'un environnement domestique, surtout face à une pathologie aussi puissante que le déni. Initialement, Jean-Louis Courgeot a été accusé de complicité d'assassinat. L'accusation a soutenu que son ignorance professée était invraisemblable et qu'il devait, au minimum, avoir été un participant passif à la dissimulation. Cependant, la norme légale pour prouver la complicité est extrêmement élevée. Elle nécessite la démonstration d'une assistance active, d'une instigation ou, du moins, d'une connaissance sans équivoque du crime. Finalement, l'accusation n'a pas pu présenter de preuves concrètes que Jean-Louis connaissait les meurtres ou avait aidé sa femme à les commettre. Sans preuve de participation active, l'affaire contre lui s'est effondrée. Le 18 juin 2009, le même jour où sa femme a été condamnée, Jean-Louis Courgeot a été acquitté de toutes les charges. L'avocat de Jean-Louis, Marc Morin, qui représentait également Véronique, a présenté une défense ingénieuse. Au lieu de le dépeindre comme un mari négligent ou complice, il l'a présenté comme une autre victime du puissant déni psychologique de Véronique. Son argument était que la pathologie de sa femme était si profonde et convaincante qu'elle aveuglait non seulement elle-même, mais aussi ceux qui lui étaient les plus proches. Son déni créait un champ de distorsion de la réalité qui enveloppait son mari. Cette dynamique peut être interprétée à travers le prisme d'une folie à deux ou psychose partagée, même si elle n'a pas été formellement diagnostiquée. Le déni de Véronique était la pathologie primaire. L'acceptation par Jean-Louis de ces explications invraisemblables peut être vue comme une illusion secondaire et induite. Sa réalité a été déformée pour s'adapter à la sienne. L'affirmation de son avocat, selon laquelle il était une victime du déni de sa femme, est un cadrage juridique de ce concept psychologique. Après le procès, Jean-Louis Courgeot est resté aux côtés de sa femme et a plus tard écrit un livre sur son expérience, intitulé « Je ne pouvais pas l'abandonner ». Cet acte peut être vu comme une tentative de contrôler le récit public, de traiter le traumatisme et de répondre aux accusations tacites qui ont continué à le poursuivre, même après son acquittement légal. C'était sa tentative d'expliquer l'inexplicable au monde et à lui-même, une démarche qui a certainement eu un coût émotionnel incalculable, bien au-delà de toute considération d'argent. L'affaire Courgeot a transcendé les murs du tribunal pour devenir un phénomène social et médiatique en France. Son mélange de tragédie domestique, de mystère psychologique et de transgression taboue a captivé et révulsé la nation à parts égales. La manière dont l'affaire a été dépeinte dans les médias et débattue par le public en dit long sur les angoisses et les valeurs de la société française contemporaine concernant la maternité, la famille et la nature du mal. La couverture médiatique de l'affaire a considérablement évolué avec le temps. Initialement, après la découverte à Séoul et les aveux de Véronique, les titres et les reportages avaient tendance à la dépeindre de manière unidimensionnelle. Elle était la mère monstre, la femme du congélateur, une figure froide et calculatrice dont les actions étaient incompréhensibles et purement malveillantes. Ce récit initial a servi à créer une distance de sécurité entre le public et l'auteur des faits, la présentant comme une aberration. Cependant, à mesure que le procès approchait et que les détails de la défense psychologique commençaient à émerger, le récit médiatique est devenu plus complexe. Le concept de déni de grossesse a été introduit dans le lexique public. Journalistes et commentateurs ont commencé à se débattre avec la possibilité que Véronique Courgeot ne soit pas un monstre, mais une femme profondément malade. Le récit est passé de celui de la méchanceté à celui du mystère. Elle est devenue une énigme, une figure tragique dont l'esprit était aussi indéchiffrable que ses actes étaient horribles. L'affaire a fonctionné comme un test de Rorschach national. La réaction publique et médiatique n'était pas monolithique. Elle était une projection des propres angoisses de la France sur la famille moderne. Le récit du monstre est un mécanisme de défense. Il permet au public de marginaliser l'auteur et d'affirmer que les mères normales ne font pas ça. Le récit de l'énigme est plus troublant car il admet un manque de compréhension et suggère qu'une telle obscurité peut exister derrière une façade normale. Le débat entre ces deux pôles dans les médias
a été le substitut d'un débat national sur la stabilité de la famille, la fiabilité des apparences et la tourmente psychologique cachée qui peut exister en son sein. La fascination du public pour cette affaire a généré une fortune pour les médias, mais a aussi forcé une introspection collective. La raison pour laquelle cette affaire a si profondément capturé l'imagination française est multifactorielle. Premièrement, le crime lui-même, le néonaticide surtout répété, est l'une des transgressions les plus fondamentales contre les normes sociales et biologiques. Il viole l'idéal de la maternité comme étant intrinsèquement protectrice et aimante. Deuxièmement, le décor d'une famille de classe moyenne, apparemment normale et prospère, vivant à l'étranger, a rendu le crime encore plus choquant. Il défiait la notion que de telles horreurs ne se produisent que dans des environnements de pauvreté ou de dysfonctionnement extrême. Troisièmement, l'énigme psychologique en son cœur était irrésistible. L'idée qu'une femme puisse ne pas savoir qu'elle était enceinte était à la fois fascinante et profondément troublante. Elle a forcé les gens à remettre en question leur propre perception de la réalité et de l'esprit humain. D'un point de vue sociologique, l'affaire Courgeot peut être vue comme un sombre reflet des pressions immenses et souvent tacites exercées sur les femmes pour qu'elles se conforment à une image idéalisée de la maternité. Cet idéal, la mère naturellement aimante, joyeuse et épanouie, peut créer un fardeau psychologique écrasant pour les femmes qui, pour une raison ou une autre, ont des sentiments ambivalents ou négatifs envers la grossesse et la maternité. Bien que le cas de Véronique Courgeot soit un exemple extrême et pathologique, il a ouvert une conversation nationale sur les complexités de l'expérience féminine. Ces actions ont représenté la transgression ultime contre l'idéal de la maternité, forçant la société à affronter la possibilité que la relation d'une femme avec sa propre capacité procréatrice puisse être un lieu de profond conflit psychologique. L'affaire, dans sa tragédie, a exposé les fissures dans le mythe monolithique de la maternité heureuse. L'affaire Courgeot ne s'est pas terminée avec le verdict ou la libération de Véronique de prison. Ces échos continuent de résonner dans les systèmes juridiques et médicaux français, laissant un héritage durable qui a modifié la manière dont le crime de néonaticide est compris et jugé. L'affaire sert de jalon, de point de référence pour le nexus complexe entre le crime, le traumatisme et la maladie mentale. L'impact le plus significatif de l'affaire Courgeot est la manière dont elle a institutionnalisé un concept psychologique au sein du système légal. Avant cette affaire très médiatisée, le déni de grossesse était en grande partie une curiosité clinique, connue des psychiatres mais peu comprise ou reconnue dans le domaine juridique. Le procès Courgeot a changé cela. En acceptant le déni de grossesse comme un facteur atténuant significatif qui niait la préméditation, le verdict lui a donné un poids et une légitimité juridique. En conséquence, l'affaire est devenue un précédent jurisprudentiel fondamental dans les procès français ultérieurs impliquant le néonaticide et le déni de grossesse. Les avocats de la défense, dans des cas similaires, ont maintenant un puissant précédent à invoquer. Les procureurs et les juges sont désormais contraints de considérer la possibilité du déni de grossesse comme une explication pathologique authentique, plutôt que de la rejeter simplement comme une supercherie. L'affaire a forcé un dialogue permanent entre deux domaines distincts, la psychiatrie et le droit, modifiant fondamentalement la manière dont le système de justice français aborde le crime de néonaticide. Elle a, en pratique, créé une nouvelle catégorie informelle de meurtre, dans laquelle l'auteur est vu à la fois comme un criminel et un patient. Au-delà des tribunaux, la couverture médiatique intense de l'affaire a fonctionné comme une puissante, bien que tragique, campagne d'éducation publique. L'expression « déni de grossesse » est entrée dans le vocabulaire courant. L'affaire a considérablement accru la sensibilisation à cette condition parmi le grand public français et, plus important encore, au sein de la communauté médicale. Médecins, sages-femmes et infirmières sont devenus plus attentifs aux signes subtils qui pourraient indiquer qu'une patiente nie une grossesse. Cette prise de conscience accrue a le potentiel de conduire à une identification et une intervention plus précoce, prévenant peut-être des issues tragiques dans d'autres cas. L'affaire Courgeot, par sa notoriété, a peut-être involontairement sauvé des vies en mettant en lumière une pathologie dangereuse
qui prospérait auparavant dans l'obscurité et le silence. Malgré son impact, l'affaire Courgeault laisse derrière elle un ensemble de questions éthiques et philosophiques profondes et non résolues. En son cœur, l'affaire expose la tension fondamentale entre une vision déterministe du comportement humain, poussée par des traumatismes inconscients et des pathologies mentales, et la croyance fondamentale du système légal dans le libre arbitre et la responsabilité personnelle. Le système de justice pénale repose sur la prémisse que les individus sont des agents rationnels qui font des choix. L'article 122.1 du Code pénal français existe comme une exception à cette règle, reconnaissant que la maladie mentale peut annuler l'agence. L'affaire Courgeault a poussé cette exception à sa limite logique. Si l'esprit de Véronique Courgeault la rendait incapable de reconnaître sa propre grossesse, dans quelle mesure peut-elle être tenue responsable des actions qui ont suivi? Le verdict de compromis du jury, coupable mais avec une responsabilité atténuée, était une tentative de trouver un équilibre, mais il ne résout pas la contradiction sous-jacente. L'héritage durable de l'affaire Courgeault n'est pas une réponse mais une question permanente sur la frontière fragile entre l'esprit et l'acte, entre la maladie et le crime. L'affaire Véronique Courgeault reste l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle française. Elle nous a forcés à regarder dans un abîme où la maternité et la mort se sont entremêlées de la manière la plus tragique. Ce n'était pas seulement le procès d'une femme, mais le procès de nos propres certitudes sur la conscience, la responsabilité et les limites de notre compréhension. Entre la froideur d'un congélateur à Séoul et la complexité d'un diagnostic psychiatrique, la justice a tenté de tracer un chemin, laissant un verdict qui continue de susciter le débat. L'histoire des Courgeault est un rappel sombre que derrière la façade de la normalité peuvent se cacher des souffrances et des secrets dont le coût final est inestimable. Merci d'avoir suivi cette enquête approfondie sur Traces perdues. Qu'avez-vous pensé du verdict? La justice a-t-elle été rendue? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun de vos avis. Si vous souhaitez explorer d'autres affaires qui défient l'entendement, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle histoire.